numéro de votre émission Niwo de Soir sur Niwo d'Info 1. Merci de votre fidélité. La Finlande devient le 31e pays membre de l'OTAN. C'est le sujet de discussion aujourd'hui dans Décryptage. Est en plateau avec nous Mamadou Diouf. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. C'est un plaisir de vous recevoir. La Finlande, vous êtes éditorialiste déjà. La Finlande a effectué ce mardi 4 avril son entrée officielle dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comment, quelle analyse faites-vous de cet événement? En fait, la demande de la Finlande d'adhérer à l'OTAN est en relation avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est en mai, le 18 mai exactement, 2022, que la Finlande et la Suède ont demandé à adhérer au niveau de l'OTAN en regardant un peu ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine de la part de la Russie. Cette adhésion de la Finlande est l'adhésion, j'allais dire, la plus rapide de l'histoire de l'OTAN. D'habitude, on prend du temps, il y a des critères, etc. Mais ici, il se trouve que la Finlande fait un choix en se disant attaquer toute seule face à la Russie, ça va être compliqué. Intégrant l'OTAN, si la Russie veut attaquer, la Russie est obligée de réfléchir par 3 fois. Et la réflexion est très bonne. Au niveau de l'OTAN, c'est la même réflexion qui est fournie. On a toujours voulu s'approcher de la Russie. La Finlande a une frontière de pas moins de 1300 km avec la Russie, ce qui veut dire que quand la Finlande rentre au niveau de l'OTAN, ce qu'on cherchait avec l'Ukraine, on l'a avec la Finlande. Donc on se retrouve à peu près avec les mêmes schémas. De façon plus globale, d'un point de vue géopolitique, il faut se poser la question pourquoi l'OTAN existe jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que quand on parlait d'OTAN à l'époque, il y avait l'OTAN côté ouest, il y avait le pacte de Varsovie côté est. Le pacte de Varsovie a disparu. Pourquoi non seulement l'OTAN continue d'exister, mais que même l'OTAN se met à élargir le nombre de pays qui sont membres? On risque de retourner encore vers une guerre froide qui, pour certains, est déjà là, avec des acteurs différents, avec des blocs qui ne sont pas exactement les mêmes. L'adhésion de la Finlande a été rendue officielle, l'information a été rendue officielle ce mardi seulement. Est-ce que cette adhésion est une conséquence directe de la situation entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion russe en Ukraine? Oui, c'est clairement une conséquence puisque en demandant l'adhésion, la Finlande n'était pas passée par 4 chemins. Tout le monde connaît l'histoire de la Finlande sur le plan militaire. Pendant pratiquement 30 ans, la Finlande a réclamé ce qu'ils appellent la neutralité militaire. Et ce n'était pas une décision d'État seulement, c'était un consensus national. Donc la Finlande s'était dit non, nous, on a des armes, on se prépare quand même, on ne sait jamais au cas où on serait attaqué, mais la Finlande n'avait jamais accepté d'aller participer à des opérations militaires, etc. Quand ils intervenaient, c'est sous forme de force d'interposition. Ils l'ont fait par exemple en Bosnie-Herzégovine. Ils l'ont fait également en Afghanistan. Mais ils ne venaient pas prendre les armes combattre. Mais petit à petit, on a vu quand même la Finlande, malgré sa neutralité, participer à des manœuvres militaires avec l'OTAN, où c'est vraiment des militaires qui se mettent ensemble. Ils appelaient ça opérationnalisation, faire en sorte que le jour où ça sera nécessaire que ces armées puissent collaborer et agir ensemble. Donc petit à petit, malgré la neutralité qui avait été affichée, les relations militaires entre la Finlande et l'OTAN étaient des relations véritablement poussées. Bon, ça explique en partie cette rapidité dans l'adhésion, puisque le pays qui rentre n'est pas véritablement étranger par rapport à l'OTAN, mais c'est clair que l'invasion de l'Ukraine a remis en cause un certain nombre de convictions qui existaient. Parmi ces convictions, c'est terminé avec l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, avec la dissuasion. Il n'est plus question de parler de guerre sur le sol européen. Alors qu'on a un démenti flagrant aujourd'hui avec une guerre qui est là, qui n'est pas terminée et dont on ne sait même pas jusqu'où cette guerre-là va pouvoir aller. Donc les gens sont en train de revenir sur certaines convictions. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne qui avait limité son armement, mais d'un seul coup, l'Allemagne a mis 2 milliards d'euros à la disposition des militaires en prévoyant en même temps une augmentation du budget sur le plan militaire. Et pour dire que chacun est en train de se dire, attendez, on pensait que c'était réglé comme ça ne l'est pas, l'Allemagne se rattrape en quelque sorte.
Et au niveau de la Finlande, bon, le pays se met un peu en sécurité. Justement, aujourd'hui, on parle d'une quatrième guerre mondiale avec tous ces conflits à l'international. Aujourd'hui, la Finlande qui adhère à l'OTAN, mais la Russie voit tout ça d'un œil provocateur un peu. Mais c'est tout à fait logique. Regardez le discours de Poutine, son discours fleuve quand il a attaqué l'Ukraine. Il posait ce problème de neutralité. Mais la Finlande était dans une posture de neutralité. Il posait ce problème que l'OTAN est en train de venir à la frontière de la Russie avec la Finlande. L'OTAN est exactement à la frontière de la Russie. Il disait que l'OTAN est en train de vouloir encercler la Russie. Quand vous regardez la carte, effectivement, quand vous regardez la Finlande, vous regardez la Suède, vous regardez l'Ukraine, effectivement, bon, on n'encadre pas toute la Russie quand même, ce n'est pas un petit pays, mais sur sa partie occidentale, effectivement, l'OTAN est en train de s'installer et de s'approcher de la Russie. Alors que tout le monde sait que d'un point de vue militaire, on ne veut pas avoir son ennemi à ses portes. C'est vrai que les gens ont des fusées, du matériel militaire de très longue portée, mais quand on peut tirer juste à côté, on préfère le faire et la Russie se sent attaquée. Pour le moment, ils disent qu'ils vont réagir avec des mesures sous forme de riposte. Quelles mesures, ils ne l'ont pas encore dit, mais c'est tout à fait logique que la Russie puisse aller dans le sens de proposer une riposte. Quelle riposte ça sera? Ils n'ont rien dit pour le moment. Après, la question aussi qu'on se pose, mais est-ce que cette adhésion de la Finlande à l'OTAN renforce la position de l'institution face à la Russie? Oui, ça c'est clair. D'un point de vue géographique, l'OTAN s'approche davantage de la Russie. L'OTAN est à la porte de la Russie. C'est-à-dire s'il fallait faire une guerre, l'OTAN a la possibilité de mettre des armes sur le sol finlandais, mais avec ces armes, pour tirer sur la Russie, on fait moins d'efforts que s'il fallait tirer à partir de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Donc, quelles conséquences cela peut avoir sur la gestion du conflit actuel en Ukraine? Une conséquence qui peut être extrêmement grave si on ne prend garde, parce qu'on en parlait ici lors de notre décryptage, la Russie est en train d'installer des armes stratégiques au niveau de la Biélorussie. Biélorussie, tout à fait. Mais ça veut dire que finalement, chacun tient l'autre à portée de tir. Mais imaginez un écervelé qui prend un missile qui tire d'un côté ou de l'autre. Mais si les autres ne prennent pas le temps de demander qu'est-ce qui se passe, on déclare la guerre et vous imaginez, l'OTAN c'est déjà 31 pays. Ça fait combien de pays dans une guerre en ce moment? Il y a ce risque qui est là, qui est un risque énorme. Bon, espérons que la dissuasion nucléaire va jouer son rôle, qui a fait que pendant longtemps, malgré les hauts et les bas, américains et russes ne se sont jamais attaqués. Mais actuellement, ça devient un peu plus compliqué puisque les personnes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont plus exactement les mêmes aussi. Si beaucoup de pays membres de l'OTAN ont validé l'adhésion de la Finlande, il y a quand même la Turquie qui s'était opposée à cette adhésion. Pourquoi? Tout à fait. Il faut dire que la Turquie a même retardé cette adhésion puisque l'OTAN et l'Union européenne, dans leur fonctionnement, il y a des décisions qui, pour être prises, nécessitent l'unanimité. C'est-à-dire quand un pays n'est pas d'accord, quelle que soit sa taille, quelle que soit son importance, il n'y a pas d'unanimité, la décision ne peut pas passer. Bon, la Turquie a voulu régler des problèmes le concernant, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Quels sont ces problèmes? Parmi ces questions, il y a des Turcs qui sont réfugiés au niveau de la Finlande. La Turquie considère certains comme étant des terroristes. La Turquie considère d'autres parmi eux comme étant des gens qui travaillent à la déstabilisation de la Turquie. La Turquie avait une opportunité. La Finlande veut rentrer. Pour la Turquie, c'est une opportunité pour dire, mais si vous voulez qu'on accepte que vous rentrez, ramenez-moi telle personne. On l'a jugé, il est chez vous, ramenez-le nous, il y a telle personne qu'on veut juger. Ne permettez pas qu'on déstabilise notre pays à partir de votre pays. Finalement, ça a retardé. Mais ils ont certainement dû signer un accord, lequel on ne le dit jamais clairement dans ce genre de situation. Et la Turquie a signé et le Parlement turc a ratifié. Donc, il reste juste l'acte officiel qu'on vient de voir, où on dépose les papiers avec le secrétaire d'État américain qui est un peu le garant. Justement, de cet accord. Un acte officiel que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a qualifié d'historique, une journée historique, mémorable, mais
Qu'est-ce que tout cela cache derrière Non, mais peut-être? pour les Américains, c'est important parce que si vous regardez, il n'y a pas unanimité dans l'OTAN sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prenez un pays comme la France, vous avez des gens qui disent que la France doit sortir de l'OTAN. En revenant sur ce que je disais tout à l'heure, l'OTAN n'a plus de raison d'être, il n'y a plus le pacte de Varsovie, il n'y a plus de bloc. D'autres disent que ce n'est pas seulement ça la raison, mais l'OTAN est un peu sous la coupe des États-Unis. Et la France ne veut pas se mettre sous la coupe des États-Unis. Et ce n'est pas en France seulement que ce débat existe. Au niveau des États-Unis également, ce débat existe où les gens disent non, pourquoi les Américains vont être là pour être les soldats également des pays européens. Chacun n'a qu'à se préparer pour sa propre protection. Donc il y a cette question qui est déjà là, qui est interne au niveau de l'OTAN. Mais les Américains, eux, au contraire, veulent de l'OTAN et veulent même que l'OTAN élargisse encore sa base. Puisque ça permet aux Américains, au moment de vouloir faire une guerre, de ne pas aller faire la guerre seuls. Ils vont aller faire la guerre avec les autres. Quand vous regardez l'espace dans lequel se trouve ce problème avec l'Ukraine, mais on est très loin des États-Unis. On est très loin des États-Unis. L'Amérique ne risque pas d'être un théâtre d'opération, sauf si la Russie se décide de jeter là-bas un des missiles intercontinentaux. Tout se joue stratégiquement sur l'Europe. Mais c'est pourquoi certains pays disent, mais attendez, les Américains nous utilisent. En étant eux à l'abri et en amenant les autres au carnage, eux, ils amèneront des armes, ils amèneront des hommes, mais après, quand on va faire les comptes, ils auront moins payé que les autres. La situation géographique. Ça fait que les Américains, effectivement, acceptent que les gens viennent dans l'OTAN. Comme il l'a dit même, il dit que les portes sont ouvertes. Non seulement la Finlande est la bienvenue, mais que d'autres également viennent. Bon, il est allé même plus loin en disant qu'avec l'entrée de la Finlande, l'OTAN constitue actuellement à peu près 50% de la puissance militaire du monde. Mais bon, là, ne vous trompez pas sur ces puissances militaires. On nous dit tout le temps que la Russie est une très grande puissance. On la voit quand même avoir des difficultés avec l'Ukraine. Les Américains sont allés en Afghanistan pendant 20 ans. Ils n'ont pas résolu le problème. Ils n'ont pas réglé le problème de l'Irak. Bon, donc puissance, oui. Pourcentage, oui. Mais bon, il ne faut pas se laisser impressionner seulement par le pourcentage. Il y a un jeu stratégique qui est là, qui est extrêmement important actuellement. Justement, parlons des enjeux stratégiques. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, cette situation actuelle, va-t-on vers un règlement du conflit ou une intensification des tensions entre grandes puissances? En tout cas, si la France, l'Angleterre, les États-Unis disaient la vérité, ils veulent un règlement du conflit. Le président Macron est parti en Chine. On a dit clairement que parmi ces démarches, ils vont demander à la Chine de servir de médiateur pour qu'on puisse résoudre le conflit. C'est-à-dire qu'on arrête les armes et qu'on discute. Qu'on discute, qu'on y va, et qu'on y va au dialogue. Actuellement, il y a un sérieux problème. C'est l'ONU qui devrait jouer ce rôle. Bon, l'ONU entre Américains et Russes avec les droits de veto ne peut absolument rien faire. L'ONU est véritablement paralysée par rapport à cette telle situation. La Chine est en très bonne posture dans cette situation, bien que n'oublions pas, la Chine est un peu en conflit avec les Américains, tout comme avec les Européens qui ont tendance à sanctionner la Chine sur le plan économique. La Chine s'est très fortement rapprochée de la Russie avec cette guerre. Ben, si la Chine se positionne en médiatrice par rapport à ce problème, mais ça va faire l'affaire des gens. Mais ça montre que, malgré qu'on les entend dire on va donner des armes à l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine, eux-mêmes se rendent compte que cette guerre, il vaut mieux l'arrêter le plus vite possible. Mais ils ont déjà donné leur parole à Zelensky, c'était même bien avant la guerre, parole qu'ils n'ont d'ailleurs même pas respectée comme il l'avait dit. Mais aujourd'hui, financièrement, ça leur coûte de l'argent. Stratégiquement, ça les amène à se poser d'énormes questions. Et comme c'est des gens qui se projettent sur 30, sur 40, sur 50 ans, mais ils voient bien les conséquences. Si la guerre-là devrait déborder, ils ont intérêt effectivement à ce que cette guerre-là s'arrête. Mais bien sûr, il faut qu'on trouve la façon de l'arrêter pour faire une paix des braves où l'honneur de toutes les parties sera sauvegardé. Renforcer les capacités militaires des pays avec les grandes puissances, on voit un peu ce qui se passe. Hier, 4 avril, on assistait à au Sénégal avec le défilé national à l'occasion de la fête nationale. On a pu assister à une sorte de démonstration de force. Est-ce que les États africains seraient en train aussi de tirer des leçons des situations aujourd'hui avec les grandes puissances en matière de conflit, de gestion de conflit? Mais tout à fait, il faut regarder le Sénégal géographiquement. Le Sénégal est dans la zone rouge. C'est vrai que nous ne sommes pas exactement dans le Sahel,
Mais nous sommes à la frontière avec le Mali. Tout le monde voit la menace sécuritaire qui est là. Bon, quand on fait la leçon des pays qui sont déjà attaqués, si ces pays n'ont pas été capables de façon très rapide de repousser ces gens, au point que dans certains de ces pays, ces groupes armés puissent occuper 30-40% du territoire, mais ça veut dire que militairement, stratégiquement, ces pays n'étaient pas suffisamment prêts. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Mais le Sénégal est en train de tirer tout simplement la leçon. Non seulement tirer la leçon en ayant acquis du matériel militaire de partout, pas de la France seulement, puisque les hélicoptères qu'on a montrés sous forme de démonstration, il y en a qui sont des hélicoptères russes, il y en a qui viennent des pays occidentaux. Mais le Sénégal s'apprête en se disant, on ne sait jamais, le jour où on va nous attaquer, il faut qu'il y ait une force de frappe suffisante pour que ces gens n'aient même pas la possibilité de s'installer sur le territoire sénégalais. Mais d'un point de vue militaire également, c'est une façon de dire à ces gens-là, regardez. Regardez ce que nous avons. Oui. Donc le jour où vous tenterez de venir chez nous, imaginez ce que vous aurez comme réponse. Parce que c'est une façon également de faire de la dissuasion. Mais bon, par rapport à ces groupes armés que nous avons devant nous, est-ce que ces gens-là comprennent ce que veut dire dissuasion? Après, nous avons aussi en Afrique les problèmes liés aussi au terrorisme à résoudre. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat, c'est que les gens se mettent ensemble. Puisque ce phénomène comme un cancer est en train de prendre une partie, une deuxième partie, une troisième partie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va attendre que ça gangrène tous les pays africains. Ça gangrène déjà trop de pays africains. En Afrique centrale, par exemple, les États membres de l'UAEC volent au secours du Congo, de la RDC actuellement. Comment est-ce que vous analysez ces situations? Mais il y a de quoi, puisque on connaissait les ADF au niveau des attentats. De plus en plus, on voit qu'il y a État islamique qui revendique des attentats là-bas, à côté des ADF, ce qu'on ne connaissait pas auparavant. Le Kenya est dedans, la Somalie est dedans, la Somalie, le Tchad, le Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on fait? Sinon même, qu'est-ce qu'on attend pour comprendre que, mais attendez, ces gens-là, il ne s'agit plus de réagir pays par pays. Quand je dis État islamique en RDC, ce n'est pas le même qui intervient au Burkina, au Mali, au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le combattre? Non pas en tant qu'une entité, des groupes de personnes au niveau de la RDC, mais combattre l'État islamique en tant qu'entité, parce que c'est lui le problème. Ceux qui sont là-bas ne sont qu'une représentation. Mais pour combattre l'État islamique, vous avez une organisation qui n'est pas une organisation nationale, qui est une organisation transnationale. Comment un pays peut se lever et dire qu'il va combattre l'État islamique? Mais je crois que d'un point de vue stratégique, il est clair que nous devons nous mettre ensemble, mettre nos capacités ensemble pour que la force de frappe permette de réduire ces gens le plus rapidement possible, à défaut de mettre fin à ce phénomène, ce qui, il faut le dire également, n'est pas facile. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.